tomber dans le piège, quoi. La ficelle est trop grosse. Si je critique la politique de Poutine, ça fait pas de moi un russophobe. Et si je critique la politique américaine, ça fait pas de moi un anti-américain. Donc j'ai le droit de critiquer la politique israélienne. Des fois, il faut tenir bon, quoi. Et ça, c'est vrai que ça revient sans cesse parce que le CRIF et tous les supporters de la politique israélienne, ils sont dans toutes les strates du pouvoir, ils sont partout, ils nous guettent, etc. Mais il ne faut rien lâcher, à mon avis, il ne faut rien lâcher de ce point de vue-là. Une question naïve. Comment se fait-il que l'État d'Israël et puis le CRIF, etc., et Rothschild, dont on sait que Macron a été nourri au sein de Rothschild, comment se fait-il que le terme même d'antisémitisme, là aussi, ce soit eux qui se le sont accaparés? Comment se fait-il alors que les Arabes sont aussi des sémites? Oui. Les Arabes sont des sémites. Bah oui, je crois, ça vient de loin. Hein, ça vient du religieux. Et c'est pas non plus le religieux qui fait un peuple. Oui, tout à fait, oui, bien sûr. Tout à fait, madame, tout à fait. Je suis d'accord avec vous. Je voudrais signaler quelque chose, que être sioniste n'est pas forcément être juif. Il faut séparer. Le sionisme est un mouvement qui a été créé il n'y a pas très longtemps. Et vous pouvez être athée et être sioniste. Et des chrétiens qui sont sionistes aussi. Surtout, oui, c'est évangéliste. Absolument. Donc, vous pouvez être athée et être sioniste, vous pouvez être chrétien. Des musulmans sionistes, ça existe. La plupart des régimes arabes, c'est des sionistes. Et on le voit là actuellement avec leur attitude par rapport à Gaza. Donc, le sionisme et le judaïsme ne peuvent. Il n'y a pas de lien, en fait. Il n'y a pas de lien. Absolument, aucun lien. C'est vraiment une idéologie coloniale. D'ailleurs, j'ai retrouvé un article du Monde diplomatique, je me suis fait un plaisir de le mettre, et je l'ai recoupé. C'est vrai que ça a été dit quand Herzl a déclaré « Oui, mon projet est un projet colonial ». Donc voilà, alors j'aime bien enfoncer le clou. Comme je t'ai dit, je me suis fait plaisir en mettant le petit passage de Macron, parce que là, je lui mets le nez dans ses contradictions. Si en Algérie, il va dire que la colonisation était un crime contre l'humanité, t'as envie de le prendre par l'oreille et de l'emmener là-bas pour lui dire, là, c'est quoi alors? Alors la rime. Dans le sionisme, il y a aussi cette notion de pureté de race. Oui. Merci beaucoup pour ce beau film. Mon regret, c'est que ce soit autre chose. Ce n'est pas du cinéma. C'est ça qui est bon. J'aurais préféré que ce soit simplement du cinéma. Et j'ai une question à vous poser sur le film pas mal. C'est cette agression du Hamas qui a causé toute cette réponse affreuse. Cette agression du Hamas, j'entends dire que, vu les photos de ce qui avait été bombardé, accidenté et tout, il s'agissait plus de frappes à l'aide de mortiers, de tanks et d'un tas d'armes lourdes. Or, les Palestiniens du Hamas, qui sont intervenus le 7 octobre, ils sont arrivés sans char, sans tank, sans rien, quoi, sans canon. Alors, d'où vient l'explication? Parce que j'ai entendu dire aussi que des Israéliens qui étaient intervenus pour prendre des otages, finalement ont protégé la population, les Palestiniens ont protégé les Israéliens pendant les frappes qui étaient en fait des frappes israéliennes avec des armes lourdes. Et ils ont démoli des voitures, ils ont démoli des maisons. C'était impossible de faire ça autrement qu'avec les moyens que les Israéliens avaient et que les Palestiniens n'avaient certainement pas. Voilà. Est-ce que vous avez des échos là-dessus? Moi, ce que je sais, c'est en observant et en recoupant toutes les infos
assez disproportionné. Je veux dire, on ne peut pas comparer les moyens militaires qu'avait le Hamas ou qu'a le Hamas avec les moyens militaires d'Israël, qui est la 3e ou 4e armée du monde. Donc, en tout cas, c'est cynique de dire ça, mais techniquement, ça devait être sacrément bien préparé quand même, parce qu'on ne fait pas une attaque comme ça quand, soi-disant, on a la surveillance la plus importante du monde. D'ailleurs, il y a plusieurs hypothèses qui circulent. Moi, je me garderais bien de savoir laquelle est la bonne, ou si toutefois il y en a une qui est bonne. Parce qu'il y a eu des témoignages, notamment d'une jeune femme, une réfugiée justement, qui avait servi le long de la barrière de sécurité à Gaza, et qui a dit dans une interview, moi j'étais là-bas, quand un corbeau ou un oiseau s'approchait à 10 mètres de la barrière de sécurité, ça sonnait dans tout Israël. Elle caricaturait, mais donc pour dire que c'est assez surprenant que voilà, ils se sont fait prendre. Il y a une autre hypothèse qui dit aussi qu'ils auraient dégarni une partie autour de Gaza pour aller militariser un peu plus la Cisjordanie, pour aider les colons à prendre des terres et à faire des évasions qu'on voit en Cisjordanie. Donc après, ce que j'ai lu aussi dans un article de Haaretz, qui est un journal israélien de gauche, qui est vraiment intéressant à lire, que je vous encourage à lire, Netanyahou a déclenché le plan Hannibal. Et le plan Hannibal, ça consiste à dire, peu importe si on a des otages israéliens, il faut qu'on détruise tout. Parce qu'il ne faut pas qu'il y ait d'otages. Il ne faut pas qu'il y ait d'otages parce qu'il ne faut pas que ça pèse dans les discussions. Et d'ailleurs, ça amène aussi une autre réflexion. S'ils font tant de descendre dans les villages en Cisjordanie, il faut, mais véritablement, c'est écrit comme ça, ils font un stock de prisonniers palestiniens parce qu'ils savent qu'à un moment, quoi qu'on dise, il va falloir négocier quand même avec le Hamas ou les autorités palestiniennes. Et plus on a d'otages, plus on a de prisonniers, plus on pèse dans les négociations. Et le plan Hannibal, ça vous pouvez faire des recherches, c'est assez bien documenté. C'est vraiment une destruction totale. S'il y a 10 otages israéliens au milieu de 100 Palestiniens, on va déglinguer tout le monde. On ne va pas chercher à essayer de les récupérer. Voilà. Donc oui, j'ai lu des choses où il y a eu des destructions, probablement par des armes israéliennes, de preneurs d'otages de Hamas, mais il n'y avait pas que le Hamas. Hein. Il y avait probablement le djihad islamique et d'autres groupes pour faire une opération d'une telle ampleur. Mais il y avait toute la résistance palestinienne qui s'était unie. Hein. Ça, c'est mon analyse. Quoi. Voilà, mais après, je n'ai pas plus d'éléments que ça. Quoi. Mais sur le fait que M. Netanyahou était informé par l'Égypte de cette histoire avant qu'elle n'ait lieu. Est-ce que vous avez aussi des... Non, ce que j'ai lu, moi, dans un dossier, c'est que c'est plutôt des États-Unis qu'ils étaient informés. Parce que les États-Unis, ils sont partout, ils ont des espions, ils ont des drones, etc. Et c'est plutôt de... il semblerait que ça lui avait été soufflé aux oreilles, qu'il se préparait quelque chose, mais il ne savait pas quand. C'est pareil, ça, c'est que des hypothèses. Est-ce qu'on saura un jour la vérité? Je ne sais pas. S'il y a une autre question. Je voulais revenir sur le rôle de l'UNRWA. Il y a le directeur qui parle de votre film. L'UNRWA. Le directeur qui parle, qui est vraiment bien. Je veux savoir ce que vous pensez de ce qui s'est passé avec le soupçon de gens du Hamas qui travaillaient au sein de cette organisation. En faiblement, moi, si je me souviens bien, c'est une dizaine de personnes sur 13 000 personnes de l'UNRWA. Et je veux vous savoir qu'est-ce que vous pensez de ça. Est-ce que c'est une façon pour Israël aussi d'empêcher les militaires de pénétrer en Gaza? Parce que c'est un des seuls canaux, si j'ai bien compris, qui permet à les militaires de rentrer. Et je me demande s'il n'y a pas derrière ça, finalement, une opération de propagande d'Israël pour empêcher cette organisation de fonctionner. Oui, bien sûr. Et ce n'est pas la première fois que Israël s'attaque à l'UNRWA. Pourquoi? L'UNRWA, c'est essentiel pour la vie des Palestiniens, et notamment à Gaza. 70% de la population de Gaza est réfugiée au sens de l'UNRWA. C'est-à-dire que 70% de la population de Gaza bénéficiait d'assistance de l'UNRWA. Ça veut dire quoi? Aide en nourriture, les écoles, les centres de soins, les hôpitaux, etc. Et l'UNRWA, l'UNRWA, c'est spécifique pour les réfugiés palestiniens. D'accord?
Donc c'est une épine dans le pied Israël, parce que ça veut dire, et que c'est transmis de génération en génération. D'accord? On en est à la 3e ou 4e génération qui bénéficient d'aide de l'UNRWA, alors que c'est leurs grands-parents qui avaient été expulsés, etc. Et ça, pour Israël, ça revient à dire, bah oui, donc on est en faute, le droit au retour, l'UNRWA, c'est là, ça prouve que les Palestiniens ont toujours leur droit au retour. S'il y a l'UNRWA, il y aura l'UNRWA tant que le droit au retour ne sera pas reconnu. Et ça, c'est pas la première fois que Israël sort une cabale. Là, c'est une cabale. Il faut arrêter de se raconter des histoires. C'est inventé de toutes pièces. Parce que l'objectif d'Israël, mais je vous assure, c'est documenté. J'ai encore vu une vidéo tout à l'heure où il y a une responsable politique israélienne qui le dit ouvertement. C'est le moment, il faut faire disparaître l'UNRWA. Donc là, mais c'est vraiment une cabale, il ne faut vraiment pas tomber dans le piège. Mais voilà, mais c'est ça la honte. Mais c'est ça la honte, que la France elle tombe dans un piège pareil, qu'elle s'aligne systématiquement sur la politique israélienne et américaine. Putain, moi j'en peux plus. Elle ne tombe pas dans le piège. Non. Donc là l'UNRWA, parce que c'est un des objectifs. Elle soutient, c'est tout. Elle participe. Bon, c'est un peu gros, et vous voyez, même un responsable politique israélien, il n'y a pas longtemps, qui a dit, et finalement, si on mettait une bombe atomique. D'accord? Donc, et l'UNRWA, c'est vraiment l'épine dans le pied d'Israël, et c'est pas la première fois qu'ils sortent une cabale pour tenter de discréditer le travail de l'UNRWA. Je t'ai retombé, quelqu'un demande le prix du DVD. C'est 12. 12. Question pratique. Alors malheureusement, le débat va devoir toucher à sa fin. Je pense qu'on va pouvoir prendre une dernière question, si jamais quelqu'un a quelque chose à dire. C'est dur d'être le censeur. Mais... Ah, je suis désolé, c'est mon métier. Bon, il n'y a peut-être pas beaucoup de questions parce que à l'Agnon sont passés Pierre Samboul, Sarah Katz, Sylvain Sipel, 2 fois. Je les avais tous vus là. Donc vous savez déjà tout. Donc là, je vais peut-être conclure. Je vous remercie vraiment d'être venus aussi nombreux, d'avoir rempli la salle. Merci au cinéma pour l'accueil et au travail de la FPS. Et j'aime bien finir avec une formule que j'aime beaucoup. J'espère que vous serez d'accord avec moi. C'est une formule de Desmond Tutu. Desmond Tutu, vous vous souvenez, il nous a quittés il n'y a pas très longtemps, l'archevêque sud-africain, qui savait ce que c'était que l'apartheid, lui aussi, et qui disait rester neutre face à une situation d'injustice, c'est se placer du côté de l'oppresseur. Oui. Voilà, merci beaucoup. Merci. Vous remercier chaleureusement Roland Durier et l'équipe AFPS Skyboard qui est venue ce soir. Merci beaucoup. À la prochaine. À la prochaine. À samedi.